à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat pour un nouvel épisode sur la parentalité et la coéducation. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation de son enfant. On n'arrive pas à trop savoir justement quoi faire. Est-ce qu'il faut être ferme? Est-ce qu'il faut être un peu laxiste? Est-ce qu'il faut mélanger les deux? Et c'est sur ça que justement je vais travailler. Alors je me suis appuyé sur les connaissances et sur la psychologie de l'enfant pour que justement ça soit cohérent, concret et surtout pas la lubie du moment. Donc on va parler d'autorité bienveillante notamment. Alors, euh, donc, déjà, quels sont les trois styles éducatifs que l'on peut avoir? On a le laxisme, l'autoritarisme et l'autorité juste. Alors, ce sont trois mots qui ne sont pas des gros mots, dans le sens où c'est pas parce qu'on a fait du laxisme que euh, vous, vous avez mal fait. C'est pas parce qu'on a fait de l'autoritarisme qu'on a mal fait. Parce que sur le laxisme ou l'autoritarisme, il y a énormément de points positifs. Dans le laxisme, on a une certaine liberté de l'enfant qui peut justement développer ses compétences comme il veut. Il apprend à avoir une certaine autonomie, etc. Alors, il y a quelque chose de contre-productif sur le laxisme parce que euh, il y a trop de liberté, pas assez de cadre, pas assez de limites, et finalement, on a l'enfant qui va décider mais n'affrontant jamais de limites, il ne saura pas heu, vers où aller et quelles sont, les limites par rapport à ses compétences. Donc en fait, c'est un peu compliqué le laxisme, pour un enfant. En plus de ça, sur la relation que l'on a avec notre enfant, beh, c'est que l'enfant décide, le parent se soumet. Je vais en reparler du laxisme aussi, il y a d'autres points, négatifs. Il y a l'autoritarisme aussi comme méthode, comme style éducatif, où là, ben, forcément, on impose énormément les règles pour que justement tout se passe bien, que tout roule. En tout cas, on a l'impression que tout va rouler en faisant un certain autoritarisme, que ça soit pour le sein de toute la famille, pour l'enfant, mais aussi pour notre fatigabilité, on va dire. Alors là, le problème de l'autoritarisme, c'est qu'il y a trop de règles et il n'y a pas assez d'écoute. Là, l'enfant obéit un peu comme à l'armée, sans comprendre vraiment pourquoi. Alors, je ne dénigre pas du tout l'armée, c'est juste que l'armée n'arrive pas enfin, ne commence pas à 3 4 ans, il y a une raison. Là-dessus, le cerveau de l'enfant et le cerveau d'un adulte ou d'une personne qui a 18 ou 20 ans n'est pas le même euh, que du coup un enfant de 3 ans. Donc c'est pas pareil, au niveau cognitif, c'est pas du tout la même chose. Et alors après, il y a un troisième style, c'est le style l'autorité juste. C'est ce que je vais appeler l'équilibre entre le laxisme et l'autoritarisme, c'est-à-dire entre la fermeté et l'écoute. Euh, alors, pas vraiment du laxisme, mais en tout cas, fermeté et écoute, et on va le développer bien comme il faut là-dessus. Alors, je reviens sur le style autoritaire. Déjà, je vais revenir sur les deux extrêmes, autoritaire et laxiste, et laxisme, pardon, pour que on comprenne bien l'autre style que je vais mettre plus en avant pour élever son enfant. Euh, c'est que dans le style autoritaire, on a des exigences sur l'enfant, où on va avoir des règles qui seront imposées, mais la plupart du temps, c'est sans explication. C'est je suis l'adulte, c'est toi qui dois écouter absolument, et je sais, j'ai la, j'ai la parole divine et j'ai même les idées qui vont avec. Et donc après, une fois qu'on déroge aux règles, ben, on va avoir des punitions qui peuvent être vraiment sévères et répétées, qui peuvent être très contre-productifs, parce qu'à force que l'enfant soit habitué du coup aux punitions, ben, de un, ça ne fait plus rien.
de deux, on va avoir un enfant qui aura une perte de confiance, en lui, en pensant qu'il est toujours nul parce que de toute façon il se fait toujours punir parce que c'est le petit canard de la famille ou voilà. Donc là, il y a un souci en lien avec ça. On a une autorité qui est fondée sur la peur, c'est-à-dire que l'enfant obéit par crainte, mais pas par compréhension. Et donc là, ça freine son développement émotionnel. Alors, je répète, en tant que, c'est-à-dire que l'enfant, il va obéir, mais il va avoir peur soit du châtiment, alors je l'espère pas, soit de la punition qu'il va avoir. C'est un peu ce qui se passe pour les adultes, que ça soit sur les routes, c'est-à-dire on va avoir peur du radar qui va être au coin de la rue, et donc du coup on va avoir peur de cette punition. Sauf que on est adulte, donc c'est pas la même chose parce qu'on a une certaine compréhension du pourquoi on peut pas faire ça. Alors on est sur un enfant qui là par contre qui apprend petit à petit la vie et qui apprend les règles. Donc en fait, cette obéissance par crainte comme un dressage en fait d'un animal, c'est très contre-productif. Et donc, le risque à long terme, c'est une anxiété de l'enfant, c'est-à-dire qu'il ne sera pas bien à la maison, où il aura peur de rentrer quand il aura eu une mauvaise note, etc. Une faible estime de soi, ça j'en ai déjà parlé, et une difficulté à gérer la frustration et les relations sociales, parce que les seules relations qu'il aura connues très jeune avec autrui, ça aurait été une relation loin d'être égal à égal, mais plutôt de crainte. Donc il peut y avoir une relation, de domination, sur les autres élèves et donc des relations sociales qui sont, bloquées, ou très compliquées. Pour le laxisme, alors ce qui est bien, c'est qu'il y a une forte réactivité émotionnelle, de l'enfant, alors c'est bien. C'est-à-dire qu'au moins on a notre enfant qui s'exprime à la différence de l'éducation, autoritaire et donc on va pouvoir, parler avec son enfant, mais il y aura trop de faibles exigences, et parce que les règles sont rares ou rarement appliquées. Et alors là, du coup, l'enfant, il va décider tout, même si c'est pas sur le moment, il y aura cette perte de repères en se disant: «Bon, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais là? Mais de toute façon, j'en sais rien, je 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 vis à vue parce que de toute façon, on va me dire oui à tout. Est-ce que c'est bien pour ma santé? Est-ce que c'est bien pour mon développement? Je sais pas. Si j'ai envie de regarder ça, je regarde ça. Est-ce que ça va être bien pour moi? Je sais pas. Est-ce que je vais pouvoir me gérer? Non, un enfant peut pas se gérer, parce que du coup, déjà, au niveau, sur un très jeune enfant, bien sûr, les repères, spatio-temporels ne sont pas construits, et donc notamment la temporalité. Je pense que vous avez eu, déjà des enfants qui disaient hier alors que c'était il y a une semaine, ou ils disaient aujourd'hui alors que c'était hier ou avant-hier, ou demain en parlant de la semaine prochaine. Là, en fait, il y a, très peu de repères en lien avec ça. Donc il faut, vraiment, certains repères. Or là, ça ne le crée pas. Donc là, ça va créer un enfant du coup, qui va avoir aussi des soucis, dans sa vie sociale, et à l'école aussi parce que il ne va pas pouvoir respecter les règles ou en tout cas les attentes d'autrui. Or, du coup, il va vivre avec autrui et donc, va devoir respecter, les choses. C'est un peu à l'image, donc d'un jeu de société où il a tellement été habitué soit de gagner, soit, du coup d'utiliser ses propres règles qui ne sont pas les vraies règles du jeu de société, que quand après il va jouer avec un autre enfant ou un autre adulte ou dans la vie future, il va pas comprendre pourquoi euh, il peut pas gagner, et surtout comment gérer sa frustration de pas gagner. Or, gérer sa frustration est un élément clé aussi dans le développement cognitif de l'enfant. Et alors donc du coup, moi je prône plus l'autorité bienveillante, qui est pour moi le meilleur des 2 mondes, où on a des exigences claires, mais avec un soutien émotionnel sincère. Je dis bien soutien émotionnel sincère. C'est pas on accueille et parce qu'on le laisse parler et puis c'est tout. Donc pour moi, je pense que l'intérêt, c'est déjà d'avoir un accueil empathique, c'est qu'on reconnaît et on valide les émotions de l'enfant. Après, on a une communication non violente, bien sûr, donc on exprime sans blesser, on écoute sans juger.
Après, on va avoir un renforcement positif, on valorise les comportements adaptés plutôt que de sanctionner, et on prend un cadre sécurisant, donc des limites claires qui rassurent et structurent l'enfant. Je prends un exemple. Euh, donc tout ça, hein, cette autorité bienveillante, j'en ai parlé, mais au début, mais c'est fondé vraiment sur la psychologie positive et les neurosciences affectives. Donc je prends un exemple. On a son enfant qui veut aller, euh, enfin, qui doit aller à la douche parce qu'il est l'heure d'aller à la douche pour qu'après, on a un enfant de 3 ans, hein, 4 ans, hein, par exemple, il doit aller à la douche et puis après la douche, donc il doit manger, ainsi de suite. Enfin, voilà. Vous avez votre routine du soir. Donc il doit aller à la douche et là en fait il est en train de jouer et donc du coup il y a un comment dire une une frustration en fait parce que vous voulez absolument qu'il aille du coup à la douche et lui il veut pas, il veut jouer et donc là il y a une crise, donc du coup il commence à pleurer, etc. Donc là, c'est sûr, on peut attendre, du coup que qu'il se calme un petit peu en disant: «J'ai besoin de te parler et cetera. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux entendre?» Donc voilà, donc oui, non, ou sinon, il peut pas et donc voilà, on attend un petit peu et puis surtout on attend et on reste avec lui, c'est pas, «Bon ben, tu pleures là, bon moi je pars, j'en ai assez». C'est plutôt on reste pour accueillir en fait finalement cette émotion-là. Et là on renforce, on dit: «Mais je comprends que du coup, tu voulais jouer, je comprends que tu sois triste parce que tu voulais jouer, c'est normal d'être triste là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Beh, est-ce que tu veux, que, après la douche, on ait un sas de 5 minutes? Ou est-ce que tu veux, parce que tu es en train de lire, qu'on mette un marque-page sur ton livre et on le reprend la fois prochaine, comme ça, tu es sûr que tu sauras où tu en es. Vous voyez? Des choses de ce style. Premier coup, non, ça va être peut-être des «Oh non, mais je veux pas, je voulais» et du coup, on peut dire: «Mais qu'est-ce que tu proposes? Parce que là, il faut qu'on y aille, il faut qu'on fasse ça. Pourquoi?» Et là, vous expliquez l'intérêt, d'aller à la douche maintenant. C'est pour après pouvoir manger, pour après pouvoir faire le biberon, par exemple, sur un jeune enfant et pour après qu'il puisse dormir tôt. Parce que du coup, dormir tôt, ça va lui permettre de bien dormir et donc d'avoir assez de temps pour qu'il puisse être reposé le lendemain et qu'il puisse jouer, s'amuser, travailler à l'école, etc. Et que il ne soit pas mal. Et donc du coup là, vous accueillez en disant que il y a cette règle, mais c'est fait exprès pour sa sécurité, pour sa santé. Voilà et et là, si on a ça, beh, du coup, l'enfant va comprendre ou pas, en tout cas et là, vous pouvez reformuler en disant: «Qu'est-ce que tu proposes là? Parce qu'il faut qu'on y aille maintenant ou est-ce que tu veux, une option que j'ai proposée?» Et là, s'il propose quelque chose et que vous le validez parce que on est sur du juste milieu, beh, on renforce du coup le comportement, qui est adapté par rapport à nos désirs et par rapport à nos éléments. Donc, on a accueilli, on a posé ce cadre-là que il faut aller au bain maintenant et on a accueilli, on a renforcé, on a fait une communication non violente et tout en ayant des limites claires qui rassurent et structurent l'enfant. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Il faut, que notre enfant ait un cadre clair, et cohérent bien sûr, parce que c'est une source profonde de sécurité pour l'enfant. Un enfant, qui se sent encadré, en fait, mais pas trop non plus, hein. C'est-à-dire que c'est sûr que si c'est, à l'image, beh, on va prendre un exemple assez facile à comprendre. C'est-à-dire que si on est dans une toute petite pièce de 1 mètre carré, ah oui, on est cadré par tous les murs. Est-ce qu'on est bien? Pas forcément. Est-ce que si on est cadré dans une pièce de 20 mètres carrés, mais on est cadré, est-ce qu'on est bien? Oui, parce qu'on a notre petit refuge et on a notre petite zone et on saura qu'il ne faut pas aller là, là, là et là et que on a notre limite et on a notre autonomie sur cette pièce de 20 mètres carrés. Est-ce que si on n'a aucun mur, c'est-à-dire on est dans un désert, est-ce qu'on va se sentir sécurisé? Pas forcément. Parce qu'on ne saurait pas où aller, on ne saura pas quoi faire, on ne saura pas qu'est-ce qui va se passer, et du coup, on a une certaine imprévisibilité. Mais en fait, c'est ça qui se passe pour l'enfant, c'est que sans cadre, donc il y a ce manque de sécurité.
Voilà. Et si on a des règles qui sont stables, partagées par les 2 parents, qui sont prévisibles, bien sûr, pour pas que la règle tombe, que ça soit une règle de mi-parcours, là, l'autorité, elle s'en trouve naturellement renforcée parce que c'est comme ça, c'est la règle et il y a pas d'autres possibilités. Donc là, du coup, on voit que, en fait, en ayant ça, en ayant ce cadre, ben, on a l'enfant qui sait à quoi s'attendre. Donc ça réduit l'anxiété en disant, purée, ça va tomber alors que je sais pas pourquoi. C'est à l'image du, ben, là, tu peux jouer, mais dans 5-10 minutes, ou quand l'aiguille sera ici, tu regardes l'aiguille, il va falloir aller au bain, ou voilà, c'est des repères. Et il sait qu'il a ce petit temps, il sait qu'il a ce sas, plutôt que d'un coup vous arrivez et allez on va au bain. Alors là, ça crée forcément une frustration, mais là du coup c'est une anticipation de l'adulte et en étant adulte, on peut anticiper les choses. Il y a une cohérence donc dans le temps des règles et du cadre parce que c'est les mêmes règles qui sont aujourd'hui, demain et après-demain. Voilà. Et ça renforce la confiance et la compréhension. Et du coup, il y a une autonomie qui va être progressive parce que étant dans un cadre qui est délimité, il va pouvoir explorer et développer son indépendance à l'intérieur de ce cadre sans justement qu'il soit en difficulté. Bien sûr, cette autorité bienveillante ne veut pas dire qu'on dit oui à tout, hein. Parce que là, du coup, on serait sur du laxisme. Comme là, ce que j'ai dit, mon exemple sur le bain, j'ai pas dit bon ben ok, on reporte dans une demi-heure, on reporte dans une heure. Pas du tout. Parce que là, l'idée, c'est d'avoir un cadre quand même et qu'il y ait des exigences. On peut pas avoir un enfant, on va dire, roi, qui va faire tout ce qu'il veut et qui perturbe la totalité de la vie familiale, sachant qu'il y a peut-être des frères et des sœurs, et donc il faut que quand même il y ait des règles fixes. Mais il faut savoir dire non tout en accueillant. C'est-à-dire que là, déjà, on va avoir l'écoute active, on comprend la demande ou l'émotion derrière le comportement. Ce que je refais référence à oui, mais moi je voulais jouer, et donc on écoute, on fait une explication simple du pourquoi le non, pas maintenant, voilà, avec des mots adaptés. On a les conséquences logiques liées à l'action orientée vers l'apprentissage, pas vers la punition. Donc c'est-à-dire que, là, il faut faire ça, parce qu'il y a cette raison, ces raisons, ces raisons, et si ce n'est pas le cas, beh, du coup, tu vas être fatigué, tu vas pas pouvoir profiter, tu vas te reposer tout le temps, tu vas pas pouvoir jouer, et cetera. Ce que j'ai dit, précédemment, et surtout d'avoir, des alternatives aussi. Alors, il peut y avoir des alternatives en disant, beh, heu est-ce que finalement, on est à 5 minutes près? Donc, OK, je te laisse 5 minutes de plus et après on y va. Oui, d'accord. Si jamais, votre, c'était, vous étiez pas à une horaire près, c'est-à-dire que si vous faites, le bain à 6h30, j'en sais rien, est-ce que c'est grave de faire à 6h35? Voilà. Maintenant, si c'est grave ou si, ça c'est affaire, de chacun, mais si justement non, c'est pas possible et voilà, pourquoi pas? Ça joue pas sur la sécurité, ça joue pas sur, voilà, sur la santé, 5 minutes de plus. Ou sinon une alternative où, par exemple, notre enfant, il a envie de jouer et en fait, il pleut. Donc, on a toujours ces crises qu'ils peuvent avoir, à dire: «Oui, mais moi je voulais jouer au foot, je voulais jouer, à courir dans l'herbe, je voulais faire tout ça et tout», et puis voilà, et ça commence à crier. Et là, donc du coup, on peut accueillir en disant: «Beh, je vois que tu veux jouer dehors, mais il pleut. Donc là, non, on ne peut pas jouer. Mais par contre, quand il arrêtera de pleuvoir, nous irons au parc ensemble, oui, nous irons dans le jardin ensemble, ou on ira se promener». Donc, en fait, proposer une solution où quand ça sera propice, en fait, alors on pourra faire ça. Voilà. Ça garde le lien, ça montre que c'est pas un non en disant: «Mais vous voulez pas et vous le voudrez jamais», parce que l'enfant des fois accueille ce non en disant: «Ben, en fait, jamais je le ferai», alors que là, c'est pas du tout le cas. C'est comme, faire des crêpes, faire un gâteau, des choses comme ça, c'est le même principe. Là, j'ai pas d'œufs, mais quand j'irai acheter des œufs, beh, du coup, on pourra faire des crêpes, tu viendras avec moi si tu veux, voilà. Bon, en fait, voilà, c'est cette relation et du coup, la discussion, le débat.
bien pensé et bon, ça, on le fait tous, hein, moi le premier, surtout avec la fatigue ou sur le moment. Du coup, on dit, par exemple: «Ne cours pas dans l'avion», ou «Attention, ne cours pas avec, une fourchette, ou ne cours pas avec un feutre, dans la main» et cetera. On le dit, hein, on le dit tous. En fait, il s'est avéré que, surtout sur, un très jeune âge, hem et bien sûr ça s'améliore d'année en année, mais le cerveau de l'enfant retient mieux ce qu'il doit faire plutôt que ce qu'il ne doit pas faire. En fait, c'est pas une incompréhension, de la négation comme j'ai pu l'entendre des fois, c'est plutôt, que le cerveau retient mieux, quand on dit, ce qu'on doit faire. Donc au lieu de dire: «Ne cours pas dans la maison», plutôt dire: «On marche calmement à l'intérieur». Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein, donc ça c'est une habitude à prendre, donc plutôt, on fait, ici on est comme ça, pour rendre du coup les règles plus concrètes et positives et pas dans le côté, négatif où le cerveau finalement ne comment dire? Ne l'accepte pas ou en tout cas ne le mémorise pas, suffisamment. L'humilité, c'est très important, pour les parents, c'est-à-dire que souvent, heu, il y a des parents qui ne veulent surtout pas soit, hem, hem, soit montrer ses émotions. Alors je dis pas qu'il faut pleurer tous les jours ou bon, enfin, si vous en avez envie, homme comme femme, on peut pleurer bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas non plus y aller à l'outrance, montrer des émotions tout le temps pour qu'après justement l'enfant enfin montrer ça c'est-à-dire il faut pas être à fleur de peau tous les jours et tout le temps parce que ça peut montrer de l'insécurité aussi pour l'enfant parce que, derrière, il y aura cette fragilité qui va être véhiculée et donc du coup, il va se sentir un peu fragilisé aussi. Mais par contre, il est très important que de montrer que vous n'êtes pas un parent parfait, et de reconnaître ses propres erreurs sans culpabilité excessive. Voilà, on n'est pas non plus, là à se flageller et donc créer en fait, un moment où finalement c'est l'enfant qui va vous rassurer ou c'est l'enfant qui va vous réconforter, alors que c'est pas du tout ça, en fait, le principe. Mais c'est plutôt, de montrer à son enfant qu'on admet ses erreurs et qu'on s'en excuse. Pour, justement montrer que, on a des responsabilités et donc par mimétisme, l'enfant va aussi, quand il va commettre des erreurs, s'excuser, et donc va comprendre du coup, les causes et conséquences de tous ces actes et aussi le fait d'accepter l'imperfection, de l'enfant, sans jugement, ça va renforcer le lien. Voilà, en disant: ben voilà, ici, tu, n'as pas encore la maîtrise, du dessin, mais c'est pas grave, on peut pas être doué en tout et puis de toute façon, tu peux t'améliorer encore, tu peux faire ci, tu peux faire là, mais on admet et on renforce le lien. Voilà, on se dit et pas le côté négatif en disant: «Ouais, tu sais pas dessiner, ouais, laisse tomber, ne dessine pas parce que ça sert strictement à rien». Ou là plutôt, on va être vraiment sur un manque de confiance en disant: «Ouais, ben même mon papa ou même ma maman dit que je suis, complètement nul dans le dessin» et très important donc du coup de montrer l'imperfection, de vous-même. C'est-à-dire en disant: «Ben oui, ben moi je sais pas très bien dessiner, mais écoute, j'ai pas bien appris quand j'étais enfant, mais ça veut pas dire que, c'est irrémédiable, je vais essayer d'apprendre et puis si tu veux, on peut essayer d'apprendre ensemble». Et du coup, apprendre ensemble, c'est se réajuster ensemble et ça, c'est très, très bien. Notamment sur l'écriture aussi, parce que petit à petit, à force de moins écrire quand on est adulte, selon les différents métiers, ben on a une écriture de plus en plus, pénible, et donc peut-être son enfant aussi, donc on réapprend à écrire ensemble. Enfin voilà, c'est se réajuster ensemble ça. Donc voilà, pour moi, vraiment l'autorité, bienveillante, c'est un chemin d'équilibre et de croissance. On a une fermeté, avec heu, des règles précises, alors pas forcément à la minute près comme on en a parlé, mais, des règles précises et c'est comme ça et c'est pas autrement, heu, pour certaines raisons qu'il faut que l'enfant comprenne et on a le côté bienveillant où, justement on a l'accueil de l'émotion et surtout l'explication des règles si vraiment l'enfant ne se rappelle plus pourquoi il y a ces règles.
ça va développer l'estime de soi. On va avoir un enfant qui va être guidé avec respect, et va développer les compétences socio-émotionnelles. Et on va avoir un investissement durable parce qu'on va avoir des relations familiales harmonieuses et des enfants épanouis sur le long terme. Donc, bien sûr, l'autorité bienveillante, ça va pas être une destination, c'est vraiment un chemin que l'on parcourt chaque jour avec amour et constance. Voilà. Donc, je vous, je vous invite à commencer sur une petite chose, une deuxième chose. Ça va pas marcher du premier coup, ni au deuxième coup. Il faut vraiment que ça s'enracine sur des semaines, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous allez voir déjà un effet au bout d'un mois. Et après, comme je l'ai dit, c'est pas une destination. Il va falloir le faire régulièrement et tout le temps. Et vous allez voir qu'il y aura des hauts et des bas. Bien sûr, comme dans toute règle, mais vous allez voir les bénéfices sur la famille tout entière. Voilà. Voilà tout. Bon, ben, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à mettre un commentaire qui permet peut-être de faire avancer toute la communauté. N'hésitez pas à mettre un j'aime et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bon, allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et à très vite.